Bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight Fashion Network. Aujourd'hui, on va parler avenir. On va parler de notre futur de l'industrie textile. On est très heureux de recevoir Laure Betsch, qui est cofondatrice avec Camille Legal de Fairly Made. Laure Betsch, bonjour. Bonjour Olivier. On vous reçoit aujourd'hui parce que vous avez avec Fairly Made des solutions pour mieux connaître et maîtriser la chaîne d'approvisionnement. Ça peut faire un peu peur dit comme ça, mais c'est un peu au cœur des sujets de l'industrie. Comment vous définissez en fait ce que vous faites chez Fairly Made ? Donc Fairly Made, on est une société à mission qui a été créée en 2018. Et notre mission, c'est d'améliorer l'impact à la fois social et environnemental de l'industrie textile. Et donc pour ce faire, on a développé une solution qui est donc un logiciel qui permet aux marques de progresser sur la connaissance de leurs fournisseurs grâce à des questionnaires qu'on va leur envoyer, de récolter cette information et de la retranscrire pour être capable d'avoir l'information sur l'impact de leurs produits et ensuite de communiquer auprès de leur consommateur final. Donc c'est un vrai accompagnement 360 pour les marques de A à Z. Ce qui est intéressant, c'est que les marques sont en train de prendre à bras-le-corps ces sujets. Dans vos clients, il y a des noms assez connus, hein, SMCP, LVMH, on a aussi Obad, Rossignol, The Couples. Qu'est-ce qui les intéresse finalement et pourquoi depuis 2018 ? Moi, je me souviens qu'on s'était rencontrés 2018-2019 et c'était pas si simple d'attirer des clients. Qu'est-ce qui les a motivés là ? Je pense que au début, on a eu une approche terrain. Donc, on a commencé l'aventure en allant visiter plus de 200 usines avec mon associé. Je pense que ça a fait vraiment la différence de comprendre quels étaient les enjeux au niveau de chacun de ces maillons. On est allé voir des fermiers, des filateurs, des tisseurs, des teinturiers pour se dire en fait quels sont les enjeux à la fois sociaux et environnementaux pour être capable ensuite de créer en fait un premier cahier des charges pour justement développer un vêtement responsable. Donc, notre première idée, ça a été de dire on veut être capable de proposer aux marques un vestiaire qui soit à la fois désirable et responsable. Et petit à petit, on s'est dit, en fait, cette méthodologie-là, il faut qu'on soit capable de la mettre à l'échelle et donc d'aider les marques justement dans la mesure d'impact de leurs produits pour qu'ils soient capables eux-mêmes à leur tour de se saisir de cette méthodologie-là et de développer des vêtements moins polluants. Vous veniez de l'industrie textile ou pas du tout avant ? Parce que j'imagine qu'aller voir en Asie ce qui se passe, c'est pas forcément instinctif. Donc, vous aviez peut-être déjà une connaissance du marché ? Oui, c'est ça. En fait, on a... alors moi déjà, on est au cœur du sentier. Ça me rappelle des souvenirs à titre personnel puisque j'allais en fait avec ma grand-mère qui a une boutique qui travaille encore, qui a 86 ans, qui est une femme entrepreneur inspirante pour moi. Et donc, j'ai commencé en allant faire les achats pour sa boutique. Donc, mon lien avec le textile, en fait, il vient de là. Ensuite, j'ai travaillé pour une usine en Chine. J'étais commerciale pour cette usine. Puis, j'ai travaillé pour Maison Kitsune en tant qu'acheteuse et développeuse. Et ensuite, chez Another Stories, aussi sur la partie achat et développement. Et alors, qu'est-ce qu'on voit quand on est sur la partie achat ? L'achat, ça veut dire on achète les matières, en fait, c'est ça ? C'était du produit fini, mais j'étais en charge justement du bon développement du produit, faire en sorte qu'il soit un produit de qualité et surtout qu'on respecte un taux de marge. Et ce qui m'a vraiment manqué sur ce dernier poste, c'était justement le lien avec les usines et d'être capable justement de me rendre compte en fait de l'impact de ce qu'on développait. Et donc c'est à ce moment-là où moi en fait j'allais assez régulièrement à Hong Kong. Et donc Camille, mon associée, était à Hong Kong. Donc elle a une expérience luxe. Elle a travaillé chez Chanel et Louis Vuitton en tant que business analyst. Et donc en fait on s'est posé à ce moment-là pour la petite histoire. On était dans un café et on s'est dit mais on travaille dans quelle industrie finalement, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire évoluer les choses. Au début, on s'est dit, est-ce qu'on ne créerait pas une marque de mode ? Et finalement, on s'est dit, non, en fait, notre sujet, vraiment, ce qui nous tient à cœur, c'est de travailler sur l'impact. Donc, allons voir les marques bien établies pour leur proposer une solution qui leur permette d'améliorer leurs impacts. Parce que concrètement, vous, sur le terrain, vous travaillez avec les fournisseurs, mais vous ne connaissiez pas, en fait, la chaîne de valeur en amont.
C'est ça, on avait peu de connaissances et ça, c'est en lien en fait avec nos différents constats sur l'industrie textile. En fait, les pratiques d'achat n'ont pas beaucoup changé. Donc en fait, on est en connaissance avec, en lien en fait finalement avec le dernier maillon de la chaîne. Alors surtout moi, j'achetais du produit fini, donc je ne connaissais pas finalement quel était le fournisseur de mon fournisseur et son fournisseur et ainsi de suite. Et donc en fait, c'était un vrai manque de visibilité. Donc à partir du moment où on n'a pas de visibilité, c'est compliqué justement de mettre en place des bons leviers. Et le deuxième sujet pour nous, c'était de se dire finalement, on travaille dans une industrie qui est extrêmement créative, où il y a énormément de savoir-faire. Et il y a une espèce de dichotomie qui se crée finalement entre le temps nécessaire pour créer un vêtement, quand on imagine le coton qui pousse jusqu'au moment où ça arrive en boutique, et la rapidité à laquelle on nous demande de faire des achats. Donc, c'est fort de ce constat qu'on s'est dit, il faut qu'on mette en lumière justement tous ces savoir-faire et il faut qu'on soit capable de donner une visibilité aux marques pour qu'elles puissent mettre en place les leviers d'impact les plus forts. Quand vous avez commencé à arriver avec cette idée auprès des marques, même si vous en connaissiez quelques-unes, ça n'a pas été un accueil très, très favorable, pas très, très chaleureux, non? Ouais, alors c'est vrai qu'au début, on a commencé, alors que moi j'étais encore en poste, Camille venait de rentrer de Hong Kong. Donc on a dû vraiment y aller et je pense que ça fait partie de notre tempérament d'entrepreneur, c'est de se dire il faut foncer, il faut tester. Et un point vraiment important, c'est qu'on veut développer des solutions qui soient vraiment en lien avec les besoins des marques. Donc notamment la plateforme, on l'a développée après beaucoup d'échanges avec Asphalt, qui était notre première marque partenaire sur le SaaS, qui nous a permis justement de développer une solution qui soit vraiment adaptée à des besoins réels de marques. Par exemple, qu'est-ce qu'ils cherchaient? C'était pour eux savoir sur leur pull ou sur leur t-shirt d'où venait exactement le coton, la laine, quelle était leur demande exacte? Alors, Asphalt, ils ont dans leur ADN vraiment la durabilité du produit. Là où ils cherchaient à avoir plus d'informations, c'est sur des résultats tangibles d'analyse de cycle de vie. De se dire, en fait, finalement, la production d'un vêtement, ça équivaut à combien de kilogrammes de CO2, à combien de pollution des eaux, à combien d'énergie non renouvelable, pour être capable justement de se dire, dans ma chaîne de production, où est-ce que je peux améliorer les choses? Est-ce que c'est au niveau du filateur? Est-ce que c'est au niveau du teinturier? Pour justement avoir une vision globale sur leurs produits. Vous, quand vous avez commencé, je me souviens, il y avait eu quelques collaborations avec des enseignes pour faire une capsule. C'était quoi? C'était la porte d'entrée pour commencer à parler avec les marques. Comment vous avez réussi à établir un dialogue avec des acteurs déjà bien établis du secteur? Là, je me souviens justement de notre premier échange avec Vanessa de Deptio, qu'on avait rencontré au salon Who's Next, et avec qui, en fait, on avait pitché notre projet en expliquant, aujourd'hui, on souhaite vous accompagner, on peut proposer certains fournisseurs qu'on a sélectionnés. Donc, c'est comme ça, au démarrage, qu'on a commencé l'aventure. C'est en allant proposer une collection produits finis sur lequel on avait une traçabilité de A à Z sur les maillons de la chaîne et qu'on avait sélectionné des fournisseurs qui avaient une certaine certification. Et petit à petit, notre solution a évolué, puisque ces marques nous ont dit, en fait, génial, je sais que quand je travaille avec Fairly Made, je respecte ces critères. Pour autant, je ne vais pas abandonner mon fournisseur avec qui je travaille depuis 10 ans, qui connaît mon grade de qualité, mon fil, qui sait exactement comment le twister. Mais je ne suis pas capable de connaître les maillons amont de cette chaîne et je ne suis pas capable de mesurer leur impact. Ça, c'était à quelle période que ces premières relations se mettent en place et ces premiers constats, finalement, sont évoqués par vos clients? C'était il y a, je pense, bien 2 ans et demi, 3 ans. D'accord. Donc, en 2 ans et demi, 3 ans, il y a une certaine maturité du marché sur ces questions-là qui est arrivée. Il y a une vraie évolution du marché qui est drivée forcément par la loi qui arrive. Donc, il y a des lois à la fois au niveau français et européen. Et il y a une loi qui arrive au niveau français qui s'appelle la loi AGEC, donc la loi anti-gaspi pour l'économie circulaire. Et ça, dès janvier 2023. C'est ça. Donc, c'est vraiment demain. Enfin, peut-être même quand on passera ce podcast, ce sera déjà actif. Exactement. Donc, c'est un sujet très, très, très chaud pour les marques et les enseignes.
Exactement, c'est un sujet surtout en fait qui prend du temps à mettre en place. C'est-à-dire que donc au démarrage, ça va concerner les marques de plus de 50 millions de chiffre d'affaires, puis 20 millions, puis 10 millions. Donc petit à petit, en fait, tout le monde sera concerné. Mais ça demande un travail assez important de récolte d'informations pour être capable ensuite de le retranscrire au consommateur final. Parce que l'idée de cette loi, c'est de dire il faut que au moment de l'acte d'achat, le consommateur final puisse avoir les bonnes informations en main. Donc, les bonnes informations en main, ça veut dire quoi? C'est concrètement 3 pays de fabrication. Donc, aujourd'hui, le Made in n'est pas obligatoire. Et demain, on devra avoir indiqué le pays de confection, de tissage ou de tricotage et de teinture. Donc, c'est assez énorme, en fait, sur les implications que ça nécessite en amont sur cette partie récolte d'informations. Et l'enjeu, ça va être pour les marques de se saisir de tout ça et d'en faire un avantage compétitif. Parce qu'en fait, demain, grâce aux lois, tout va être... la traçabilité sera à terme à 100% chez tout le monde. Donc ensuite, comment est-ce qu'ils en créent un élément différenciant et ils font en sorte que cette stratégie soit bien implémentée, bien reprise par chacune de leurs équipes pour se différencier auprès du consommateur final. Et c'est là que vous intervenez, c'est ça. Et d'ailleurs, ça a intéressé votre positionnement et votre savoir-faire a intéressé pas mal de monde, notamment donc les marques que j'ai citées, mais aussi des investisseurs. Vous avez, en octobre, c'est bien ça, finalisé une levée de fonds de 5 millions d'euros auprès d'ETF Partners et du fonds by French Founders. J'ai tout bon? Tout bon. Ok. Concrètement, ça valide aussi votre démarche et le fait qu'il y a un marché pour ce que vous proposez comme solution. Complètement. Je pense qu'on a réussi cette levée de fonds grâce à nos clients que tu as cités en début de podcast et aussi vraiment grâce à nos équipes qui font un travail incroyable. Donc, nos équipes, ça va être des ingénieurs textiles, des experts de traçabilité et de plus en plus des développeurs techniques pour renforcer notre solution et être capable de proposer vraiment une récolte d'informations à l'échelle. Et donc, l'enjeu et pourquoi on a levé des fonds, c'est pour justement se renforcer nos équipes pour déployer l'outil le plus efficace possible et se développer en France et en Europe, puis dans le monde entier. Et notre ambition, c'est d'être vraiment le leader sur la data ESG pour la fashion. Il y a une concurrence sur cette offre de service-là. Il y a du monde qui commence à s'engager sur ce terrain-là. Forcément, il y a une loi qui arrive, donc le paysage concurrentiel évolue bien, mais je dirais que c'est assez sain. Après, nous, c'est vrai qu'on a une longueur d'avance puisqu'on s'est lancé il y a maintenant 5 ans. On a investi en R&D, donc on compte bien la garder. Justement, un enjeu, là, bon, 2023, c'est déjà là pour les entreprises qui font plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Si je suis une marque et je n'ai pas encore engagé mes équipes et mes projets sur ce sujet-là, qu'est-ce que je dois traiter en priorité? Parce que là, on est dans l'urgence, donc qu'est-ce que je dois traiter en priorité d'après vous? Le démarrage de tout ce processus, c'est de travailler sur la traçabilité. Donc, c'est d'être capable d'identifier un maximum de maillons de la chaîne de production pour arriver jusqu'à la matière première. Donc, d'avoir ces informations-là pour ensuite les retraiter et en faire une analyse de cycle de vie pour se dire, en fait, finalement, dans ma chaîne de production, où est-ce que je dois mettre l'accent? Donc ça, c'est vraiment le démarrage. Ensuite, par rapport au coût que ça nécessite, je pense que c'était vu hier comme un coût d'investissement. C'était plutôt une poche un coût. Aujourd'hui, il faut le voir comme un investissement long terme et se dire qu'en fait, on a des vrais métriques sur le ROI de ce travail-là. Donc, le retour sur investissement, oui. On est capable maintenant un peu de le quantifier? Ça a un vrai impact sur la notoriété de la marque, sur la fidélité de la clientèle et aussi sur la rétention des salariés. En interne et même pour les boutiques, ça permet aussi de créer, de venir nourrir un argumentaire qui est essentiel aujourd'hui. Du coup, je suis cette petite marque de 50 millions. Si je fais plusieurs milliards, peut-être que j'ai le moyen d'accélérer, mais je suis une marque de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je suis confronté à ça aujourd'hui. J'ai des moyens limités, une certaine pression du marché sur mes marges. Comment je finance ça? Et finalement, comment je peux aussi avoir cette relation avec mes fournisseurs qui peut-être sont 10 fois plus gros que moi? C'est vraiment important de bichonner, entre guillemets, ses fournisseurs et de mettre en place une relation de confiance, parce qu'il faut imaginer aussi que pour les fournisseurs, ça leur demande du temps
de remplir toutes ces informations-là. C'est nouveau pour eux, donc parfois ils doivent embaucher quelqu'un qui gère tous ces sujets-là. Nous, on voit vraiment l'importance justement de travailler avec un tiers de confiance qui ne va pas, entre guillemets, polluer les relations d'échange sur des prix ou sur des sujets classiques liés à la production. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, on permet grâce à nos questionnaires, d'avoir un taux de réponse assez important justement des fournisseurs et de ensuite récolter cette information-là pour la retranscrire et faire marcher notre méthodologie pour donner la visibilité aux marques. Là, concrètement, on est en train de passer d'une approche peut-être parcellaire du traitement de l'introduction de nouveaux matériaux plus responsables, d'un sourcing, d'une identification de sa chaîne de valeur, peut-être très, très minoritaire, à globaliser en fait cette approche-là. Ça permettrait de sortir du greenwashing qui est critiqué encore aujourd'hui par beaucoup de consommateurs. Le greenwashing maintenant, il va être encadré par la loi. Donc, on n'a plus le droit de dire mon produit est biodégradable, mon produit est respectueux de l'environnement. Si on parle de recyclabilité, il faudra apporter des preuves. Donc, tout ça, c'est déjà bien parce que ça va être encadré. Ensuite, il faut que ces stratégies, elles soient transversales, elles soient plus que une petite initiative, même si c'est déjà très bien, mais de se dire, voilà, je vais changer une matière. Aujourd'hui, il faut que ce soit transversal, que chacune des équipes, et donc nous, on s'adresse aux directeurs RSE, donc aux équipes, bien évidemment, RSE, aux équipes produits, et ensuite aux équipes communication. Il faut que vraiment chacun puisse avoir un objectif d'année en année pour se dire, bah voilà, je dois avoir X% de mes matières qui sont dans telle catégorie, ou je dois communiquer de telle façon vis-à-vis de mon client final. Donc ça veut dire, ce que vous dites aussi, c'est que, OK, je fais appel à Fairlimate parce que je suis une entreprise et que je veux avancer là-dessus, mais il faut aussi que ce soit pris en charge par l'ensemble des services de l'entreprise. C'est pas juste une personne responsable RSE qui peut gérer ça dans l'entreprise. Exactement. La personne responsable RSE, c'est celle qui va impulser le sujet, qui va peut-être travailler aussi sur un rapport d'impact qui finalement va toucher tous les services. Je fais partie d'ailleurs du comité à mission de Balzac et on a fait notre première réunion, c'est très intéressant, avec leur raison d'être qui est rendre le durable désirable et rendre le désirable durable. Et donc c'était intéressant de voir qu'en effet, il faut mettre en place des initiatives, mais à 360 sur l'entreprise. Mais même pas que sur le pôle produit, hein. C'est un sujet à traiter vraiment chez tout le monde. Et parce que sinon, c'est quoi le risque? J'imagine que vous l'avez vu dans certains échanges ou même dans certaines entreprises avec qui vous avez pu commencer à travailler. Le risque, c'est de ne pas aboutir. Qu'est-ce que ça a comme conséquence de ne pas avoir une vision globale? Je pense que c'est important d'embarquer tout le monde déjà parce que en fait, on se rend compte que donner une mission au boulot de chacun, ça leur apporter du sens, ça a un impact hyper vertueux sur une entreprise. Ça fait partie aussi maintenant d'un vrai sujet pour la marque employeur. Nous, on le voit d'ailleurs, on est sur Welcome sur The Jungle et on a des super bons retours et je pense que c'est clairement dû à ça. Donc rien que pour ça, il faut absolument que ce soit 360. Sur les prochaines étapes, là. Donc on a dit il y a le légal, il y a créer une différenciation par rapport aux compétiteurs quand on est une marque. Les prochaines étapes, vous, du sujet de créer une offre, d'avoir une industrie textile plus responsable, ça va passer par quoi? Vous avez quel regard sur les 2-3 prochaines années? Est-ce que vous sentez des choses, des sujets qui sont en train de germer et que les groupes, les marques prennent à bras-le-corps? La prochaine étape pour nous, ça va être de s'adresser aussi aux fournisseurs qui sont concernés par le sujet, qui vont devoir aussi se mettre à niveau et qui seront d'autant plus force de proposition quand ils vont arriver vis-à-vis d'une marque et qu'ils auront déjà en fait fait toute cette récolte d'informations, toute cette analyse de cycle de vie. Donc c'est vrai que pour nous, ça ouvre encore un marché qui est assez important. Voilà, avec une industrie textile qui sera embarquée de A à Z sur ces sujets-là. J'ai vu, je voulais faire une parenthèse, mais j'ai vu que nos confrères de Forbes, vous avez Laure, mais aussi, j'imagine Camille, identifié comme l'une des 30 personnalités de moins de 30 ans à suivre en France.
Vous voyez quand même que globalement, sur ce sujet-là, prise en compte de l'ensemble de l'industrie et pas juste sur un seul produit ou sur une collection, vous voyez que c'est en train de bouger, que ça devient un véritable sujet d'avenir dans l'industrie? Mmh. Bah, nous, on est hyper fiers de cette reconnaissance et là, du coup de projecteur que ça nous a permis d'avoir parce que aujourd'hui, il y a peu de femmes entrepreneurs dans la tech. Donc, c'est aussi notre rôle, justement, de venir discuter avec vous et de montrer que oui, c'est possible. Encore plus, encore plus fort quand on porte un projet qui a du sens. Aujourd'hui, vous êtes 40. La perspective à 3 ans de Fairlymed, vous l'avez déjà tracée? Vous avez quelles ambitions? Notre ambition, c'est d'être le leader de la data ESG pour la mode. Donc, le leader, ça veut dire qu'il faut passer par des marques européennes, des marques mondiales. Donc, on a déjà signé là des marques italiennes que je ne peux pas encore citer. On se reverra dans 2 mois et je pourrais t'en parler. Une marque aussi américaine. Donc, on voit la bonne perspective. Et donc, pour ça, de recruter en fait les bons relais dans le local qui comprennent aussi les codes des différents pays. Parce que faire du business en Italie, c'est pas comme faire du business en France et pareil pour les États-Unis. Donc voilà, ça va passer par le recrutement justement de bonnes personnes au sein des différents pays qui sont capables de comprendre ces enjeux. Je voulais ouvrir peut-être sur la partie internationale. On peut avoir le sentiment qu'en Europe, on est un peu en amont de ces sujets de responsabilité, plus responsable sur la chaîne de valeur, plus responsable sur la qualité des produits. Vous voyez que c'est en train de bouger sur les US. Ça va bouger en Chine aussi, où il y a encore une très grande majorité des produits textiles qui sont réalisés. Ça bouge aussi sur ces marchés-là, ou c'est juste l'émergence de cette thématique? Ça bouge aussi bien aux US. On a le Fashion Act. Il y a différentes lois justement qui sont mises en place et en fait qui sont assez drastiques. C'est-à-dire que la mise en application, c'est pareil, c'est demain. Et on a des marques qui nous contactaient en nous disant en fait, on a 30% de notre marchandise qui est aujourd'hui bloquée en douane parce qu'on n'est pas capable de prouver en fait la provenance de ces différents produits. Donc ça s'accélère aussi aux États-Unis et d'où la pertinence pour nous de se développer assez rapidement sur le marché. Super. Donc ça veut dire que ça va être un sujet quand même pris à bras le Global, corps. mondial. Si les deux gros marchés de consommation que sont l'Europe et les US prennent ça en main, ça risque d'être global très rapidement. Ouais, ça va être mondial, c'est sûr. Ouais, et donc Fairlymed va nécessairement grandir encore. On l'espère. Laure, merci beaucoup. Merci Olivier. Merci pour cet échange. C'est ainsi que se termine ce nouvel épisode du podcast Luxury Inside Fashion Network. Merci et à très vite pour une nouvelle écoute.